On parle avec Farida Setiti, ici présente, de la politique gouvernementale, et elle revient, tout d'abord, elle va vous proposer de revenir sur un élément ou un moment qui a vraiment oblitéré et jeté la confusion dans l'esprit des Français sur la politique gouvernementale, qui est l'affaire de Florange. On regarde. Lorsque François Hollande est venu nous voir ici, on pensait que c'était une main tendue. Allez, oh. On a été trahis. En effet, quelques mois auparavant, le 24 février, en pleine campagne électorale, le candidat socialiste à la présidentielle était accueilli par les ouvriers d'ArcelorMittal en sauveur de leur site. Sauvez-nous! On est là pour ça. Sauver le site mosellan, c'est l'engagement de François Hollande. Le candidat socialiste promet, s'il est élu, de faire voter une loi qui oblige une grande firme qui ne veut plus d'une unité de production à la céder à un repreneur plutôt qu'à la démanteler. 6 mois après son élection, cette loi n'est toujours pas proposée par le gouvernement. Jean-Marc Ayrault a même précisé que dans le cas de Florange, elle n'aurait pas été applicable. Sur ce dossier précisément, le président de la République et son Premier ministre tiennent des discours divergents. Le 27 novembre, quelques heures seulement avant de recevoir le patron d'ArcelorMittal, François Hollande n'écartait pas l'idée d'une nationalisation du site. Eh bien, ça fait partie du sujet de la discussion. 3 jours plus tard, Jean-Marc Ayrault annonce que parler de nationalisation dans le cas de Florange, c'est une lubie. La nationalisation, c'est-à-dire l'expropriation par nécessité publique, peut certes être nécessaire dans des circonstances historiques particulières ou pour sauvegarder des intérêts supérieurs de la nation. Mais elle n'est pas efficace face à un problème de débouché pour une entreprise ou face à un problème de compétitivité. Des messages contradictoires qui écornent sérieusement l'image de l'exécutif et font douter les Français. D'ailleurs, 63%, soit près de 2 Français sur 3, trouvent que lors de ses vœux, le président de la République n'a pas été convaincant. Farida, c'est à vous. Madame Vallaud-Belkacem, comment expliquez-vous que le président de la République envisage de son côté une possible nationalisation de Florange? 3 jours plus tard, le Premier ministre dit vraiment l'inverse en expliquant que c'est complètement absurde, que c'est inefficace. Alors finalement, on ne comprend plus cette politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quant aux ouvriers, ils se sentent floués. Alors, ça veut dire quoi? Votre lecture des faits n'est pas tout à fait exacte, si je peux me permettre, parce que ce que dit Jean-Marc Ayrault dans son propos lorsqu'il présente le dispositif auquel ils sont arrivés donc avec Mittal, c'est que la nationalisation temporaire est bel et bien une solution dans la palette de solutions possibles que nous avons pour agir face aux plans sociaux. Mais qu'en l'occurrence, ça n'était pas la solution la mieux adaptée. Et qu'en l'occurrence, il a réussi à obtenir quand même de M. Mittal un certain nombre d'engagements. Non, pardon, il ne dit pas ça. Il dit que c'est inefficace dans le cas de la situation de Florange. Absolument. 3 jours avant, François Hollande disait l'inverse. Disait que c'était une possibilité. Compte tenu du problème de débouché auquel est confrontée cette entreprise. 3 jours avant, François Hollande connaissait bien les mêmes problèmes. Mais vous savez, avoir évoquer une possibilité d'une nationalisation temporaire était aussi un élément de négociation avec M. Mittal. 3 jours après, entendre le Premier ministre dire l'inverse, je vous le dis, ça fait partie de la palette de solutions qui peuvent être à la disposition du gouvernement sur d'autres dossiers dans des circonstances particulières lorsque ce ne sont pas des problèmes de débouchés qui se posent. On ne comprend pas vraiment ce discours. D'un côté, on dit oui, de l'autre, on dit non. Même si j'insiste un petit peu, c'est vrai que c'est contradictoire. Les gens ne comprennent pas. Mais vous savez, les salariés comprennent très bien quel est leur intérêt. L'intérêt des salariés, c'est de conserver leur emploi. L'intérêt des salariés, c'est de trouver des solutions, comme par exemple le futur projet Ulcos qui va être développé, des solutions qui permettent de retrouver des débouchés et de redonner de l'activité à cette industrie. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme disent beaucoup, le président de la République a du mal à prendre des décisions? Mais le président de la République, en l'occurrence, a pris une décision. Par qui pensez-vous que cette affaire a été tranchée et arbitrée finalement par le Premier ministre et par le Président de la République, bien évidemment. Et le Président de la République est extrêmement investi et mobilisé. Il était encore chez Petroplus hier pour faire en sorte que l'on trouve des solutions chez Petroplus, de reprise. où il a dit carrément que finalement il a manifesté son impuissance. C'est-à-dire que quand il était en campagne présidentielle, il est allé dire où est le Président de la République, où est l'État, que fait le gouvernement. Et hier, il a dit il faut trouver un repreneur, mais c'est difficile. Mais vous savez,
savez, je vous trouve bien oublieux de tous les efforts qui ont été faits ces derniers mois pour faire face à différents plans sociaux. Prenons un exemple. Non, mais là, ce sont des exemples Prenons concrets. un exemple qui est l'entreprise Doux, par exemple. Vous savez, si le gouvernement n'avait rien fait, si le gouvernement n'avait pas stimulé des offres de reprise, eh bien, les salariés concernés se seraient retrouvés sur le carreau. De la même façon, dans le cas de l'entreprise PSA, si le gouvernement n'avait pas mis la pression sur les dirigeants de PSA, les salariés n'auraient pas trouvé de solution comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, évidemment que les difficultés ne sont pas toutes résolues. Évidemment que nous avons à faire face à un afflux de plans sociaux. Nous l'avions d'ailleurs prévu. Nous savions bien qu'un certain nombre de ces plans sociaux avaient été retenus. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que sur chaque dossier, tout est mis en œuvre pour trouver des solutions. Alors, François Hollande et Jean-Marc Ayrault insistent sur la cohésion au sein du gouvernement. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg vont pouvoir travailler ensemble, sachant qu'ils se détestent? Mais de fait, ils travaillent ensemble. Il y a une chose très simple qui a été rappelée lors du séminaire de rentrée par le président de la République, c'est la nécessité de jouer collectif pour l'équipe gouvernementale. Jouer collectif, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre gouvernement est composé de talents, d'individualités qui ont toutes quelque chose à apporter. Personne n'est là par hasard. Et dans le débat, sur chaque dossier, il y a souvent des débats avec des opinions différentes et un Premier ministre qui tranche Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg n'ont pas manqué de montrer à quel point ils se détestaient. Ça a été montré publiquement par des prises de position diamétralement opposées. Alors aujourd'hui, vous voulez nous faire croire qu'ils vont subitement, qu'ils s'aiment là et qu'ils vont travailler ensemble. Mais qui peut croire à cette fable? Il n'y a pas un Français qui y croit. Mais ça, c'est le feuilleton médiatique. La réalité des faits. Écoutez, on entend. Hein. Si elle vous intéresse, non, mais pardon, oui, elle m'intéresse parce que moi, j'entends les uns et les autres. Vous avez aujourd'hui 38 membres de gouvernement qui ont totalement conscience de la responsabilité qui est la leur, qui ont conscience des circonstances très particulières dans lesquelles nous sommes arrivés aux responsabilités. Ces circonstances très particulières, c'est une crise grave comme le pays en a rarement connu. C'est un chômage qui ne cesse d'augmenter. Et donc, chacun d'entre nous essaye à sa juste mesure d'apporter des solutions. Parfois, nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres. C'est au Premier ministre de fixer la ligne et de trancher. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à parler d'amour. Vous savez, on est là aux responsabilités. Pour vous faire sourire une seconde, je vais vous citer Pierre Dac. Vous savez ce qu'il disait? Non. Il disait beaucoup de choses. Un politique est cuit lorsqu'il n'est pas cru. C'est pas mal. On passe à autre Madame Belkacem, autre chose. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle polémique au sujet du débat sur le mariage homosexuel. Vincent Payon, donc le ministre de l'Éducation, demande que l'école catholique évite que les débats soient... demande que l'école catholique évite les débats sur ce sujet. Or, vous ne vous êtes pas gêné, vous en avez parlé dans une école publique du Loiret, c'était le 15 octobre dernier. Pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Donc, concrètement, ça veut dire que vous avez le droit d'en parler dans une école publique, mais en revanche, on ne peut pas en parler dans une école privée? Toute la question, c'est deux poids, deux mesures. Toute la question, c'est de quoi étais-je venue parler dans ce collège du Loiret ce jour-là, le 15 octobre dernier, et pas hier, comme le prétend Madame Boutin. Non, c'était bien le 15 octobre. Soyons juste un peu précis. De quoi étais-je venue parler? J'assistais, d'ailleurs on me voit dans le public, j'assistais à une séance de sensibilisation menée par une association de lutte contre l'homophobie. Vous savez que l'homophobie est un problème grave dans notre pays. LGBT, en particulier, qui est une association de une association de lutte trans. Contre l'homophobie. Et pourquoi l'homophobie est un problème grave? En particulier lorsqu'elle prend pour cible les plus jeunes qui sont les plus vulnérables et qui sont conduits parfois même à des gestes suicidaires. Et donc, aller dans les établissements scolaires pour prévenir les tentations homophobes, c'est une nécessité absolue. Les associations le font très bien. Mais là, comment vous entend? Vous avez parlé de mariage homosexuel. Je vais vous répondre. Nous les soutenons et j'étais donc ce jour-là en train d'assister à cette séance de sensibilisation lorsque s'ensuit une discussion, un échange avec les élèves. Et l'un d'entre eux me pose légitimement la question des projets du gouvernement sur la question du mariage. C'est normal, ils en entendent parler partout autour d'eux et je réponds en toute transparence en laissant chacun libre de son opinion. Vous dites que c'est une avancée. C'est pas du prosélytisme, ça? Comment voulez-vous présenter ce projet de loi? Objectivement, il ne s'agissait absolument pas de propagande. Il n'y a pas eu de débat qui s'est engagé derrière cela. D'ailleurs, BFM, en l'occurrence, était la télévision présente. Mais vous dites que c'est une avancée. Donc, vous prenez bien position. On ne peut pas vous le reprocher, d'ailleurs. Mais dire que c'est une avancée, c'est quand même expliquer à ces élèves que le mariage homosexuel, c'est une chose bien.
c'est répondre à une question qui m'est posée par un élève, en quelques mots, très simplement, et quelques secondes qui prennent finalement place dans une séance d'1h30 consacrée à la lutte contre l'homophobie. Vous savez, on a affaire à des élèves de 15 ans, on n'a pas affaire à des élèves de 5 ans là, dans cette classe. Donc ils se posent des questions dont ils entendent parler tous les jours à la télévision. C'est bien naturel qu'ayant face à eux un membre du gouvernement... Mais donc on peut en parler dans l'école publique, mais pas dans l'école catholique. Un membre du gouvernement qui vient exceptionnellement. Il ne s'agit pas d'organiser dans tous les collèges publics des séances comme celle-là. Non, écoutez, franchement, que voulez-vous répondre ou alors vous mentez aux élèves, ou alors vous ne leur répondez pas. Mais je crois que le rôle naturel d'un ministre mis face à une question qui lui est posée par un élève de 15 ans, c'est de répondre sur les projets du gouvernement. Point. Il n'y a pas eu de débat politique, il n'y a pas eu de propagande. Et je crois que la manipulation grossière qui est celle de Mme Boutin en particulier est extrêmement grave face au sujet dont il était question ce jour-là, à savoir la lutte contre l'homophobie. Je sais que c'est le cadet des soucis de Mme Boutin, la lutte contre l'homophobie. Sans doute pense-t-elle que ça n'existe pas. Mais la réalité des faits, reportez-vous à tout ce que disent les associations, c'est que les actes, les propos homophobes et les violences homophobes n'ont cessé d'augmenter sur cette dernière année. Donc il faut lutter contre cela. Justement, nous avons interrogé Mme Boutin ce matin et écoutez, elle a une question à vous poser. Madame Vallaud-Belkacem, vous êtes porte-parole du gouvernement. Est-ce que véritablement vous souhaitez la guerre scolaire ? Vous voyez bien la manipulation grossière, là. Mais non, il y a une manifestation dimanche prochain. En quoi y a-t-il guerre scolaire lorsque le ministre de l'Éducation nationale rappelle un principe simple de neutralité, de laïcité, qui s'applique pas seulement aux établissements privés, mais aussi aux établissements publics. Mais on pense que vous l'avez violée vous-même, cette neutralité, en allant parler de sujets de société comme cela dans une école. Mais je vous rappelle que je ne suis pas enseignante. Oui. Je suis une intervenante extérieure qui vient exceptionnellement dans un collège pour parler avec une association présente ce jour-là de lutte contre l'homophobie. Et au détour de l'échange, je réponds à la question d'un élève. Objectivement, si vous appelez ça de la propagande commence très tôt. Moi, je crois que le ministre de l'Éducation nationale a très bien fait de rappeler les règles qui s'appliquent à tous les établissements, quel que soit leur statut, parce qu'au fond, il faut que nous veillions à ce que tous les enfants, quel que soit le lieu où ils sont scolarisés, puissent se voir inculquer les mêmes valeurs, des valeurs d'humanisme, tout simplement. Alors, est-ce que votre collègue Michel Delaunay, dont vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'aimez bien, a eu raison de reprendre sur un réseau social des propos de Michel Serres, mais en les comprimant et en disant aujourd'hui les catholiques condamneraient la Sainte Famille à Marie qui n'était pas le père et une mère vierge? Écoutez, c'est Michel Delaunay. Elle a une liberté de ton et d'expression qu'on apprécie souvent. Pourquoi pas utiliser de temps en temps la dérision? Oui, je pense qu'il faut savoir prendre du recul face aux choses. Et c'est vrai qu'on en parlera sans doute tout à l'heure avec l'abbé de la Morandais, mais il y a des arguments qui sont utilisés par les opposants au mariage pour tous et qui relèvent de la loi de la nature, qui est censée être immuable, qui sont très facilement démontables, ces arguments. La réalité, c'est que la structuration de la société n'est pas immuable, elle a évolué avec le temps. Madame Vallaud-Belkacem, avec le gouvernement et toute la gauche, et puis même une bonne partie de la droite, vous défendez ardemment la laïcité, bravo. Vous êtes intransigeant sur l'antisémitisme et encore une fois, bravo. Vous êtes très vigilant sur l'islamophobie, bravo. Mais alors, quand il s'agit de tourner en dérision les croyances catholiques, alors là, on peut y aller carrément. Mais il ne s'agit pas de tourner en dérision les croyances catholiques. Ah. En l'occurrence, si. Non, pas du tout. Il s'agit de tourner en dérision des arguments des opposants au mariage pour tous qui ne tiennent pas de fait. Et les arguments en question, c'est ce que voulait dire Michel Delaunay. La Sainte Famille, c'est pas les mariages pour tous, là. Les arguments en question, c'est l'idée qu'il n'y aurait qu'une forme de famille immuable. Un papa, une maman, des enfants. C'est en réalité occulter toute la réalité de notre société, à savoir les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles recomposées. Une question sur autre chose, on tourne cela en dérision. Oui. Justement, sur les sujets de société, le gouvernement pensait reprendre la confiance de l'électorat de gauche, mais ça semble vraiment pas mal barré, quoi, si je puis dire, parce que l'électorat de gauche populaire espère entendre parler de ces problèmes de chômage, d'économie. D'ailleurs, regardez, le Parti communiste en a profité pour envoyer une carte de vœux au président de la République dont je vous propose un petit extrait. J'affirme que le budget de la culture sera entièrement sanctuarisé.
Moi, je ne retiendrai qu'une seule annonce de l'intervention du chef de l'État hier soir. C'est l'augmentation de la TVA. Et je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Notre pays a abandonné depuis trop longtemps son industrie, aveuglé par la chimère d'une économie sans usine, sans machine, comme si l'immatériel pouvait remplacer le travail de l'ouvrier, du contremaître, de l'ingénieur et de son savoir-faire. La réindustrialisation de la France sera ma priorité. En fait, les Français n'ont plus confiance dans le président de la République. Ils ne savent pas où il veut les mener. C'est quoi cette politique, pour terminer? Non, mais écoutez, vous savez, moi, je regrette profondément le comportement du Parti communiste. À la limite, ce clip, de gauche, hein. À la limite, ce clip est assez anecdotique. Beaucoup plus important et grave me semblent les refus de voter un certain nombre de textes au Sénat en particulier, y compris des textes qui instauraient par exemple des prix extrêmement bas sur l'énergie pour les familles les plus en précarité. Donc moi j'estime que le Front de gauche, le Parti communiste, doivent être mis face à leurs responsabilités aujourd'hui. Nous sommes au service des Français, nous sommes là pour répondre à la fois à l'urgence économique, à l'urgence sociale, et donc les affaires qui sont finalement de la politique interne au sein de ce parti n'ont pas leur place dans les grandes décisions que nous sommes amenés à prendre. Et j'aimerais bien qu'ils cessent de tout mélanger. On va passer à la séquence suivante. Merci Farida. La séquence suivante, c'est l'interview de BFM Business.